Bonjour à tous, bienvenue à votre première capsule en ligne, premier cours à distance de biologie. Je me permets de faire cette petite vidéo-là pour reprendre contact avec vous. Mais évidemment, les PowerPoint que vous aurez à visionner à chaque semaine, ça va être des PowerPoint audio. Vous comprendrez que l'important en biologie, hein, c'est l'image, c'est les images qui réfèrent au système. Ma face comme telle n'a pas, a pas vraiment d'intérêt. Là, je me suis filmée pour reprendre contact, là, mais sachez que dans la grande majorité des PowerPoint que je vais déposer, vous ne me verrez pas, vous n'allez que m'entendre. Je me rends compte que c'est une façon de faire qui est très statique quand même. Je suis consciente que pour la plupart d'entre vous, vous avez 5, 6, 7 cours. Ça finit par faire beaucoup de temps d'écran, tous ces cours-là à distance. Donc, je vais vraiment avoir un souci de limiter le plus possible la durée des PowerPoint pour chaque diapositive, travailler fort pour aller à l'essentiel. Euh, Vous me connaissez, je suis quelqu'un qui parle plutôt beaucoup, qui donne beaucoup des exemples, qui réexplique. Donc là, je m'affaire vraiment à ne pas m'éparpiller, comme un peu je suis en train de faire là, à ne pas m'éparpiller et à aller à l'essentiel. Ça fait déjà plusieurs PowerPoints que je fais. Franchement, je m'améliore. Donc, vous allez voir, peut-être les premiers PowerPoints sont plus longs et tranquillement, pas vite, sur chacune des diapositives, j'essaie vraiment de me restreindre et d'aller à l'essentiel. J'utilise un pointeur qui me permet d'identifier. Vous allez voir le pointeur là, sur la diapo qui se promène. Ça me permet d'identifier sur la diapositive comme telle les éléments sur lesquels je suis en train de discuter. Donc, à chaque semaine, le lundi, je vais déposer les PowerPoint qui sont en lien avec un système. Et le mardi, je vais déposer le travail qui lui est associé. Évidemment, tous les travaux jusqu'à la fin de la session seront individuels, mis à part le réseau que vous vous apprêtez à me déposer, là, qui avait déjà été commencé en équipe. Tous les autres travaux seront individuels. Il y aura seulement un seul examen sur le système nerveux en ligne. Je n'ai pas encore décidé de la plateforme, de la date exactement, du format également de l'examen. Donc, tout ça va venir éventuellement là, au fur et à mesure que, évidemment, je prends ces décisions-là. Donc, vous comprendrez bien évidemment que comme on a moins de semaines, comme c'est des cours en ligne, on a élagué en équipe prof, on a élagué la matière du cours pour vraiment aller à l'essentiel. Donc, notamment pour le système digestif. Donc, je vous invite évidemment à apprendre, je dis pas évidemment, je vais essayer d'arrêter de le dire. Je vous invite à prendre votre cahier de théorie. Je risque d'y faire référence durant les PowerPoint. Donc, c'est bien de l'avoir avec vous pour pouvoir le consulter. Donc, pour ce qui est du système digestif qu'on s'apprête à faire, là, sachez qu'il a été beaucoup élagué. Page 61, 62, 63, c'est plus d'actualité. On commence donc le système digestif à la page 64. Ensuite, 65, 66, 67, c'est dans le cours, c'est dans le présent PowerPoint. On arrive ensuite à la page 68. Le point 6 de la page 68 a été élagué. On arrive donc à l'absorption. L'absorption fera l'objet du deuxième PowerPoint sur le système digestif. Et évidemment, on parle ici des pages 68, 69, 70. Tout le reste du système digestif a été élagué. Donc, voilà pour les notions élaguées sur le système digestif. J'arrête ma vidéo ici. Je voulais vous souhaiter la bienvenue. Découragez-vous pas, ça va bien aller. Tous les profs, on est tous très conscients dans la situation dans laquelle vous vous retrouvez. Donc, on va travailler fort pour essayer de faciliter le plus possible la poursuite des cours. Donc, voilà, c'est parti. Bonne chance tout le monde. Dans cette première partie de la diapositive, on observe un schéma très simplifié du système digestif. On y distingue en blanc ce qu'on appelle le canal alimentaire et en vert ce qu'on appelle les organes annexes.
Si on regarde de plus près le canal alimentaire, on voit évidemment la bouche avec la cavité buccale qui est connectée à l'œsophage qui permet d'acheminer les aliments de la bouche vers l'estomac. Après l'estomac, évidemment, on voit qu'on a l'intestin grêle, le gros intestin et finalement le rectum avec l'anus. Si on parle un peu des organes annexes, évidemment, on voit les glandes salivaires qui s'abouchent à la cavité buccale, qui vont déverser évidemment une sécrétion qu'on appelle la salive. Et on a également le foie et le pancréas qui vont déverser leurs sécrétions respectives au niveau du premier segment de l'intestin grêle qu'on appelle le duodénum. On arrive maintenant à la suite du schéma qui est beaucoup plus précise. Si on y va avec la cavité buccale, bon, il faut comprendre que dans la cavité buccale, on va avoir des structures qui vont permettre notamment ce qu'on appelle la mastication, la langue et les dents. On peut voir également le détail ici des glandes salivaires. Donc, on voit qu'on a trois paires de glandes salivaires, les glandes parotides, sublinguales et submandibulaires. La terminologie utilisée, évidemment, est en fonction de leur position anatomique. Faisant suite à la cavité buccale, on a l'œsophage qu'on peut voir ici, qui est un tube musculeux qui permet d'acheminer la résultante de la phase buccale, ce qu'on appelle les bols alimentaires, vers l'estomac. On voit que l'estomac est littéralement une poche, donc c'est un réservoir à l'intérieur duquel on va pouvoir accumuler évidemment de nombreux bols alimentaires. On voit également qu'au niveau de l'estomac, on a ce qu'on appelle des sphincters. Donc, on a le sphincter ici en position supérieure qui permet de fermer l'estomac par rapport à l'œsophage. Ce sphincter-là, on l'appelle le sphincter œsophagien inférieur. Et on a un deuxième sphincter ici, à la fin de l'estomac, dans la partie de l'estomac, évidemment, qui s'abouche au duodénum et qui va permettre de fermer l'estomac par rapport au duodénum. Évidemment, la présence de ces sphincters-là, un sphincter, soit dit en passant, c'est un anneau musculeux qui, lorsqu'il se contracte, permet de fermer le conduit où on le retrouve. Et ces deux sphincters-là, évidemment, vont permettre d'éviter que le contenu gastrique, au moment du travail de l'estomac, remonte vers l'œsophage ou bien descend vers le duodénum. Évidemment, on verra tout à l'heure que l'estomac sécrète de l'acide chlorhydrique, du HCl, ce qui fait que le contenu gastrique devient très, très, très acide. L'épithélium de l'estomac est adapté à cette acidité-là, ce qui n'est pas le cas, bien évidemment, pour l'œsophage et pour le duodénum. Donc, c'est important de pouvoir isoler complètement l'estomac au moment de son travail pour éviter que le contenu aille soit dans l'œsophage ou dans le duodénum. Maintenant, si après l'estomac, on retrouve évidemment l'intestin grêle c'est un long tuyau. On verra l'histologie de l'intestin grêle en détail un petit peu plus tard. On l'a déjà vu, je vous rappelle, en laboratoire. Soit dit en passant, l'intestin grêle chez l'humain moyen vivant mesure 2 mètres, alors que chez le cadavre va mesurer entre 7 et 8 mètres. Ça s'explique tout simplement par le relâchement de la musculeuse chez le cadavre qui fait que l'intestin devient beaucoup plus long. Mais lorsqu'on est vivant, c'est bien évidemment, ça mesure à peu près 2 mètres. Faisant suite à l'intestin grêle, soit dit en passant, l'intestin grêle a 3 segments, le duodénum, les jéjunum et l'iléon. Vous pouvez voir ici, dans cette partie-là de la figure, la région de l'intestin grêle qui vient s'aboucher au gros intestin. Et on voit que cette partie-là, vous voyez, là, s'appelle l'iléon. Après l'intestin grêle, on aura le gros intestin qui se distingue par 4 segments. Donc, on a évidemment ici le segment ascendant. Ici, on a le segment transverse. Ensuite, descendant. La partie courbée ici, c'est ce qu'on appelle la partie sigmoïde qui fait une espèce de S.
Et là se termine le gros intestin, je m'excuse. Et ensuite, on a le rectum et l'anus. J'attire votre attention ici sur le début du gros intestin où vient s'aboucher l'intestin grêle. On y distingue ce qu'on appelle le cecum. Le cecum, c'est la partie aveugle en fait du gros intestin. Il va contenir une flore bactérienne très, très, très importante, très abondante. Et c'est ce qui explique en fait ici ce qu'on appelle l'appendice vermiforme. L'appendice vermiforme ne fait pas partie de l'intestin, c'est une structure appartenant au système lymphatique. On y retrouve de nombreux globules blancs. Évidemment, c'est pas étonnant qu'il y ait cette structure-là dans cette région-là du gros intestin, puisque c'est là qu'on retrouve une flore bactérienne très abondante. Il faut comprendre que cette flore-là, elle est très importante pour la santé intestinale, mais il peut toujours y avoir des bactéries indésirables et à ce moment-là, c'est important, c'est pour cette raison-là qu'on a l'appendice vermiforme qui permet de contrôler cette flore bactérienne-là. Bon, maintenant que nous avons vu l'anatomie du système digestif, allons-y avec la physiologie. Dans un premier temps, on va voir les étapes du traitement de la nourriture. Donc, première étape, c'est l'ingestion. Évidemment, ça consiste à mettre la nourriture dans la bouche. Donc, on ne détaillera pas comme tel l'ingestion, ça n'a pas d'intérêt. Deuxième étape, la digestion. Donc là, ça devient intéressant. Au niveau de la digestion, on distingue deux types de digestion. On a la digestion mécanique. Cette digestion-là en est une, en fait, qui implique toute activité qui permet de modifier la nourriture ingérée, sauf tout ce qui a trait à la digestion enzymatique. La digestion enzymatique, c'est ce qu'on va appeler la digestion chimique. Donc, vous voyez d'ailleurs, c'est écrit hydrolyse enzymatique. Donc, c'est bien important au niveau de la digestion. Là, vous allez voir, quand on va détailler la digestion, on distingue toujours les digestions mécaniques et chimiques. Ensuite, bien évidemment, on va avoir l'absorption. Donc, une fois que la digestion a eu lieu, ce que l'on a, ce ne sont plus des aliments, ça sera ce qu'on appelle des nutriments. Et ces nutriments-là, donc c'est nos fameux monomères qu'on a vus évidemment quand on a fait les macromolécules, là. Donc acides aminés, glycérol, acides gras, tous nos monosaccharides, glucose, fructose, galactose, bon, etc. Donc les monomères vont devoir passer évidemment de la cavité intestinale vers le milieu interne, vers le sang, et c'est ce mécanisme-là qu'on appelle l'absorption. Finalement, donc entrer des molécules des nutriments dans les cellules de l'organisme. Et finalement, l'élimination, la quatrième et dernière étape du traitement de la nourriture, consiste à éliminer tout ce qui n'a pas été absorbé. Donc, à ce moment-là, c'est ce qui devient les matières fécales et seront évacuées au moment de la défécation. Allons-y maintenant avec la première phase de la digestion qu'on appelle la phase buccale. Évidemment, la phase buccale est la première phase de tout le processus de la digestion et vous pouvez remarquer que sa résultante est ce qu'on appelle le bol alimentaire. Donc, la nourriture est ingérée et ce qui est envoyé ensuite à l'estomac, c'est ce qu'on appelle le bol alimentaire. Au niveau de la phase buccale, la digestion mécanique s'appelle la mastication. Elle implique les dents et la langue. Ces structures-là vont permettre de triturer la nourriture, de la fragmenter éventuellement et de la mélanger avec la salive. Je vous fais remarquer que les lèvres, les joues et la langue sont des éléments importants dans la mastication puisque ces structures-là permettent de ramener continuellement sous les dents la nourriture ingérée pour bien la triturer. On a également une digestion chimique qui se fait dans la phase buccale. Il faut comprendre que les deux digestions, mécanique et chimique, se font en fait en même temps.
puisque au moment de l'ingestion, lorsqu'on met de la nourriture dans la cavité buccale, les glandes salivaires vont libérer la salive et donc la digestion chimique débute en même temps que la digestion mécanique. Dans le cas de la phase buccale, la digestion chimique implique une enzyme, une seule, qu'on appelle l'amylase salivaire, qui va permettre, comme vous le voyez, une hydrolyse partielle de l'amidon et du glycogène. Pourquoi partielle? Tout simplement parce que l'amylase salivaire sera efficace à l'intérieur de la cavité buccale, mais dès que les bols alimentaires arriveront dans l'estomac, cette enzyme-là sera dénaturée. Évidemment, dans l'estomac, c'est très acide, donc ça provoque la dénaturation de l'amylase salivaire et à ce moment-là, son activité va cesser. Ce qui fait en sorte qu'il y a une partie de l'amidon et du glycogène qui sera digéré effectivement par l'amylase salivaire, mais le reste devra être digéré plus tard. C'est ça. Évidemment, éventuellement, la phase buccale va se terminer avec ce qu'on appelle la déglutition, qui consiste au fait de faire passer les bols alimentaires de la cavité buccale vers l'estomac via le pharynx et l'œsophage. Et évidemment, en préparation à la déglutition, la salive est extrêmement importante. Elle contient notamment de la mucine, qui est une protéine, la même protéine qu'on retrouve dans le mucus, et qui donne l'aspect gluant du mucus. Donc, c'est exactement cette protéine-là qu'on va retrouver dans la salive qui fait en sorte que les bols alimentaires seront bien lubrifiés, ce qui va faciliter évidemment leur transit dans l'œsophage vers l'estomac. On retrouve de l'eau, bien évidemment, dans la salive, puisque toute sécrétion est une solution aqueuse. On retrouve également le lysozyme, qui est en fait une protéine antimicrobienne qui va permettre d'éliminer une partie des bactéries qui pourraient se retrouver dans les aliments qui ont été ingérés. Et on voit également IG, c'est pour immunoglobuline, donc qui sont en fait des anticorps. Donc, on a un type d'anticorps en particulier qu'on va retrouver dans la salive, les anticorps A, qui contribuent également à assainir le bol alimentaire. On voit que c'est une sécrétion abondante puisqu'on va sécréter en moyenne plus d'1 litre de salive par jour. Et finalement, ben, vous voyez, là, on est rendu comme tel, on a mastiqué, on a fait notre digestion chimique avec l'amylase salivaire, on a préparé le bol alimentaire à la déglutition. Donc, passons à cette activité-là, ce mécanisme-là qu'est la déglutition. OK, donc la déglutition est le mécanisme par lequel le bol alimentaire va passer de la cavité buccale à l'estomac. Ce mécanisme-là implique deux moments différents. Donc, un moment volontaire, donc le moment où on décide d'avaler comme tel, de faire passer le bol alimentaire vers le pharynx. Et ensuite, il y a l'activité réflexe qui est mise en marche. Donc, il y a une partie, en fait, de la déglutition qu'on ne contrôle pas, qui est contrôlée en fait par le système nerveux autonome. Donc, c'est une activité réflexe. Si on regarde dans le schéma, la déglutition est découpée en différents moments. Donc, vous voyez, on débute ici alors que le bol alimentaire est encore dans la bouche. On distingue d'un point de vue anatomique, on voit ici les fosses nasales avec évidemment le palais ici, le palais, ce qu'on appelle le palais secondaire. Et évidemment, on a ici la cavité buccale. Tout à l'heure, je vous parlais du pharynx. Ben, on le voit très, très bien ici, le pharynx, dans ce schéma-là. On voit que c'est vraiment une région qui implique une grande surface. Donc, on a la partie du pharynx ici qui est au niveau des cavités nasales qu'on appelle le nasopharynx. Ensuite, vous voyez, on a la partie ici du pharynx qui est vis-à-vis de la cavité buccale qu'on appelle l'oropharynx. Et finalement, on a ici la partie du pharynx qui est à la confluence du système respiratoire. On voit ici la trachée avec le larynx et on voit ici l'œsophage. Donc, cette partie-là ici du pharynx qui est à la confluence du système respiratoire et du système digestif, on l'appelle le laryngopharynx.
Si on poursuit avec la déglutition, la première phase de la déglutition qui est volontaire implique d'abord, vous voyez qu'il y a une structure ici très importante qu'on appelle l'épiglotte. La glotte étant, soit dit en passant, on le voit ici, l'ouverture du système respiratoire. On voit donc l'épiglotte, c'est carrément un clapet qui éventuellement, au moment de l'activité réflexe, va venir fermer la glotte pour s'assurer évidemment que le bol alimentaire passe dans l'œsophage et non dans les voies respiratoires, ce qui pourrait être évidemment très dangereux puisque ça pourrait venir bloquer les voies respiratoires. Donc, à cette étape-là de la déglutition, en fait, à tout moment, l'épiglotte, elle est remontée, donc ce qui permet évidemment à l'air de passer dans les voies respiratoires. Donc, au début de la déglutition, la glotte est remontée et on voit évidemment que le sphincter œsophagien supérieur est contracté. En fait, il va se relâcher uniquement au moment du déclenchement de l'activité réflexe de déglutition. Donc, la partie volontaire de la déglutition implique qu'on vienne, vous voyez ici, on vient positionner la langue. Puis la prochaine fois que vous allez manger, là, vous prendrez conscience de ces mouvements-là. Donc, quand on veut faire passer le bol alimentaire vers le pharynx, on vient poser l'extrémité de la langue au palais et la langue va littéralement pousser, avec l'aide du palais, va littéralement pousser le bol alimentaire ici au niveau du pharynx. Quand le bol alimentaire arrive ici au niveau du pharynx, il y a des mécanorécepteurs au niveau de la paroi du pharynx qui va détecter le passage du bol alimentaire et à ce moment-là, ça déclenche le réflexe de la déglutition. Donc, allons-y avec la deuxième diapo où là, vous voyez que l'épiglotte s'est rabaissée. Donc, on vient bloquer les voies respiratoires au moment du passage du bol alimentaire pour s'assurer qu'il passe bien dans l'œsophage. Et on remarque également qu'au moment de l'activité réflexe, donc tout ça est déclenché au même moment, l'épiglotte qui s'abaisse et le sphincter œsophagien supérieur qui se relâche de façon à laisser passer le bol alimentaire. Également, on voit que la déglutition n'est pas terminée puisque la déglutition implique également le péristaltisme œsophagien. Donc, vous voyez que le bol alimentaire sera poussé par des contractions musculaires de l'œsophage, sera poussé sur toute la longueur de l'œsophage jusqu'à l'estomac. Ce péristaltisme-là œsophagien est tellement efficace, soit dit en passant, que si vous mettiez si vous vous mettiez la tête à l'envers et que vous buviez une gorgée d'eau, l'eau se rendrait à votre estomac même si vous êtes à l'envers. C'est pour vous dire à quel point ce mécanisme-là est extrêmement efficace. Également, je vous rappelle, on a le sphincter œsophagien inférieur. Ici, je vous l'ai présenté tout à l'heure dans la planche anatomique. Le réflexe œsophagien implique également de relâcher, c'est comme le dernier moment de ce réflexe-là, on relâche le sphincter œsophagien inférieur pour permettre le passage vers l'estomac. Donc, après la déglutition, évidemment, on comprendra que les bols alimentaires sont acheminés un à un vers l'estomac. Et là va débuter la deuxième phase de la digestion qu'on appelle la phase gastrique. La résultante de cette étape-là de la digestion, c'est ce qu'on appelle le chyme gastrique acide. L'estomac, d'abord, agit littéralement comme un réservoir qui va permettre d'accumuler une quantité relativement importante de bol alimentaire. La paroi de l'estomac est particulièrement élastique, donc la sous-muqueuse de l'estomac contient et fait de tissu conjonctif dense et régulier et contient énormément de fibres collagène et élastiques qui va faire en sorte que cet organe-là est très peut s'étirer de façon importante. Donc, on estime en moyenne que l'estomac peut contenir jusqu'à 2 litres de nourriture. Donc, ça vous donne une idée de l'importance qu'a l'estomac en tant que réservoir.
Une caractéristique de l'estomac au niveau de sa sécrétion, c'est qu'il va y avoir de l'acide chlorhydrique, littéralement du HCl, qu'on va retrouver dans la sécrétion gastrique qu'on appelle le suc gastrique. Le HCl va avoir diverses fonctions, notamment va agir comme bactéricide. Donc, continue le travail qui aura été entamé par le lysozyme qu'on a vu au niveau de la salive. En termes de digestion mécanique, ce qui se passe au niveau de l'estomac, c'est ce qu'on va appeler le pétrissage ou le brassage. Rappelez-vous que dans la planche anatomique, je vous avais parlé de deux sphincters qui permettaient de fermer l'estomac, le sphincter œsophagien inférieur qui fermait l'estomac sur l'œsophage, et on avait le pylore ou le sphincter pylorique qui permettait de fermer l'estomac sur le duodénum. Évidemment, ces deux sphincters-là, au moment de la digestion mécanique, seront contractés puisque l'estomac, au moment de la digestion mécanique, va faire des contractions vigoureuses qu'on appelle le pétrissage ou le brassage, qui va permettre littéralement de défaire les bols alimentaires et de bien les mélanger au suc gastrique. Le HCl a également un rôle important à jouer au niveau de la digestion mécanique dans la phase gastrique, puisque le HCl est bien important de comprendre ici qu'on ne parle pas d'une enzyme. Le HCl, c'est une molécule, vous le voyez, qui est faite de deux atomes. On est très, très loin d'une enzyme, d'une protéine faite de nombreux acides aminés. Hein. C'est simplement le HCl, c'est une toute petite molécule qui est très, très, très acide. Et le HCl va donc contribuer à la digestion mécanique en dénaturant les protéines qui auront été ingérées et en démantelant la matrice extracellulaire. Donc, quand vous mangez, par exemple, un steak, c'est du muscle et toutes les cellules musculaires sont attachées ensemble par du tissu conjonctif qui est fait de matrice extracellulaire. Évidemment, là, je fais référence à votre cours, votre laboratoire d'histologie. Et donc, le HCl va contribuer à défaire la matrice extracellulaire pour, évidemment, faire en sorte que les protéines de la matrice extracellulaire soient dénaturées. Rappelez-vous que lorsqu'une protéine se dénature, elle se déplie. On n'a pas brisé les liaisons peptidiques au niveau de la protéine, mais on l'a dénaturée, on l'a dépliée, elle a perdu sa conformation. Et en dépliant comme ça les protéines, grâce au HCl, on va exposer les protéines à la digestion chimique qui est faite par la pepsine, qui évidemment est la principale enzyme au moment de la phase gastrique. Donc, comme je vous disais, on a ici le pepsinogène, c'est la forme inactive de la pepsine, qui sera transformée en sa forme active, la pepsine. Et à ce moment-là, la digestion des protéines va débuter. Donc, en dénaturant les protéines grâce au HCl, on va favoriser l'hydrolyse de ces protéines-là. Encore une fois, vous voyez qu'on parle d'une hydrolyse partielle puisque la pepsine va permettre de passer de longs polypeptides à de courts polypeptides. Donc, on va briser les longues chaînes d'acides aminés en de petites chaînes, mais c'est par la suite, plus tard, qu'on va terminer cette digestion-là pour éventuellement obtenir des acides aminés. Donc, la digestion chimique des protéines au niveau de l'estomac en est une qui est partielle. Il est important de comprendre que l'estomac, contrairement à l'œsophage et au duodénum, l'estomac est un organe qui est adapté à la présence d'acide chlorhydrique. Évidemment, c'est logique, hein, c'est sa propre sécrétion. Donc, deux adaptations permettent à l'estomac de supporter cette acidité-là. D'abord, il y a un épais mucus qui sera sécrété par les glandes à mucus, qu'on va voir dans quelques secondes. Également, sachez que l'épithélium gastrique est renouvelé en totalité à tous les 3 jours. Donc, évidemment, les cellules
en surface qui tapissent la cavité gastrique. Donc, les cellules épithéliales sont évidemment exposées au HCl et malgré le mucus, on devra les remplacer à tous les 3 jours. Donc, allons-y maintenant avec un peu d'histologie de l'estomac. D'abord, si on regarde d'un point de vue macroscopique, on voit que l'épithélium de l'estomac, en fait, la paroi de l'estomac est faite de replis. Et ce sont ces replis-là qui permettent à l'estomac de s'étirer autant et d'agir comme un réservoir. Maintenant, si on s'intéresse à l'histologie comme telle de la paroi gastrique, on voit qu'on a un épithélium simple prismatique avec, évidemment, là, si on parle de la muqueuse, c'est l'épithélium avec son assise de tissu conjonctif. Dans le cas de l'estomac, ce qui est particulier, c'est qu'on voit que l'épithélium plonge littéralement à l'intérieur du tissu conjonctif sous-jacent. Et à ce moment-là, ces structures-là, c'est ce qu'on va appeler les glandes gastriques. Et quand on regarde au microscope la paroi de l'estomac à l'intérieur, on peut voir l'ouverture des glandes gastriques, c'est ça qu'on appelle les cryptes. Et donc, l'épithélium qui tapisse les glandes gastriques contient 3 types de cellules différentes. D'abord, ici, dans la région supérieure des glandes, en rouge, les petites cellules que vous voyez, ce sont les fameuses cellules à mucus qui vont sécréter un mucus épais qui, évidemment, on a intérêt, on veut que ce mucus-là remonte rapidement pour venir tapisser l'intérieur de l'estomac. Donc, on comprend pourquoi les cellules à mucus sont particulièrement abondantes ici dans la région supérieure des glandes. Et donc, elle va produire, évidemment, je vous rappelle que le mucus, c'est essentiellement une solution aqueuse avec de la mucine. Donc, va contenir beaucoup de mucine pour faire un mucus épais qui aura pour fonction de protéger l'épithélium gastrique. On voit également en jaune ce qu'on appelle les cellules pariétales. Ces cellules-là ont pour fonction de sécréter le HCl, évidemment, dont on vient tout juste de parler. Et on a, vous voyez, en rose, donc les principales cellules de la muqueuse gastrique sont judicieusement appelées les cellules principales. Et ce sont ces cellules-là qui auront pour fonction de sécréter ce qu'on appelle le pepsinogène. Le pepsinogène, je vous rappelle, c'est la forme inactive de la pepsine. Et comment le pepsinogène sera activé en pepsine? C'est le HCl dans un premier temps. Donc, au contact du HCl, les premières molécules de pepsinogène seront activées en pepsine. Et éventuellement, il y a une espèce de réaction en chaîne qui va se produire. Les molécules de pepsine eux-mêmes vont avoir la capacité d'activer le pepsinogène restant pour éventuellement que toutes les molécules de pepsinogène soient transformées en pepsine. Dernière chose, la raison pour laquelle la pepsine est libérée sous sa forme inactive, on comprendra évidemment qu'il s'agit d'une enzyme qui digère les protéines. Donc, on a vraiment intérêt, puisque vous savez l'importance des protéines au niveau des cellules, hein, dans la constitution des cellules, au niveau notamment des membranes cellulaires. Donc, on a vraiment intérêt à ce que cette enzyme-là soit sécrétée sous sa forme inactive, remonte le long de la glande gastrique sous sa forme inactive et devienne active uniquement lorsqu'elle est rendue dans la cavité gastrique. Donc, on ne veut pas s'auto-digérer, autrement dit. Donc, la pepsinogène est dans sa forme inactive jusqu'à temps qu'elle se retrouve, devient de la pepsine, quand elle se retrouve dans la cavité gastrique. Ce schéma anatomique est particulièrement important puisque, évidemment, vous reconnaîtrez les organes annexes qui sont associés au canal alimentaire. Donc, d'abord, d'un point de vue purement anatomique, assurons-nous de bien comprendre le schéma. Donc, on a ici évidemment l'œsophage qui s'abouche à l'estomac. Et on voit l'estomac qui s'abouche à la première partie de l'intestin grêle qu'on appelle le duodénum. On voit ici très bien deux glandes annexes qui sont extrêmement importantes pour la suite des choses. Donc, on a d'abord le foie qui va produire de la bile.
donc une sécrétion qu'on appelle la bile. La bile va s'écouler du foie par ce qu'on appelle le conduit hépatique. On a une partie de la bile qui va refouler et qui va venir s'accumuler dans une petite pochette qu'on appelle la vésicule biliaire. Donc, littéralement, la bile s'accumule. On a un réservoir de bile qu'on appelle la vésicule biliaire. Au moment opportun, la vésicule biliaire va se contracter. Donc, c'est une petite pochette qui a au niveau de sa paroi une musculeuse qui va pouvoir se contracter. Et à ce moment-là, la bile va se déverser le long de ce qu'on appelle le conduit cystique. Donc, le conduit hépatique qui arrive du foie, le conduit cystique qui arrive de la vésicule biliaire, et ces deux conduits-là fusionnent pour former ce qu'on appelle le conduit cholédoque. Le conduit cholédoque, donc, véhicule de la bile et évidemment vient fusionner avec le conduit pancréatique. Donc, on voit ici la deuxième glande annexe qui est très importante, le pancréas, qui va produire une sécrétion qu'on appelle le suc pancréatique, extrêmement importante pour la digestion. On va le voir dans quelques secondes. Et donc, on voit que le suc pancréatique qui s'écoule le long du conduit pancréatique et la bile qui s'écoule le long du conduit cholédoque vont se rejoindre dans une région ici qu'on appelle l'ampoule hépato-pancréatique. Et donc, à ce moment-là, on voit que ça permet à la bile et au suc pancréatique d'être déversés simultanément au niveau du duodénum. On voit également que le duodénum va produire sa propre sécrétion qu'on appelle le suc intestinal. Il est important de comprendre que la vidange de l'estomac vers le duodénum va se faire très lentement par petites giclées. On estime que la phase gastrique dure, selon le repas, mais en moyenne dure environ 4 heures, puisque évidemment c'est très très long avant que le contenu gastrique soit vidangé vers le duodénum. Pourquoi c'est si long? Pourquoi on y va par petites giclées? Évidemment, le contenu gastrique est extrêmement acide et je vous rappelle que le duodénum n'est pas adapté à cette acidité-là. Donc, l'estomac va devoir se vidanger très lentement par petites giclées au niveau du duodénum, le temps de donner le temps au suc pancréatique de neutraliser cette acidité-là pour s'assurer que l'épithélium du duodénum n'est pas altéré. Donc, allons-y avec l'histologie de l'intestin. Ce schéma-là, vous l'avez déjà vu en laboratoire quand on a fait le laboratoire d'histologie animale. Donc, permet de bien comprendre la structure histologique de l'intestin. Ici, on est au niveau de l'intestin grêle, au niveau du duodénum. Et donc, je vous rappelle que la paroi de l'intestin est formée de 4 couches successives, comme soit dit en passant, la plupart des organes du tube digestif. Donc, d'abord, on a la muqueuse qui, évidemment, est la partie la plus interne de la paroi intestinale. La muqueuse est elle-même formée, je vous rappelle, de son épithélium. Dans le cas de l'intestin, on parle d'un épithélium simple prismatique, comme pour l'estomac. On a également ce qu'on appelle la lamina propria, c'est-à-dire le tissu conjonctif sous l'épithélium. Je vous rappelle qu'une muqueuse est toujours constituée d'un épithélium et de son assise de tissu conjonctif. Donc, on le voit bien sur ce schéma-là. Et dans le cas de l'intestin, on a une histologie qui est particulièrement complexe parce que en plus de l'épithélium et du tissu conjonctif, la muqueuse a une petite musculeuse qu'on appelle la muscularis mucosée. Littéralement, ça veut dire musculeuse de la muqueuse. Donc, vous voyez ici les cellules, le tissu musculaire lisse qui délimite comme tel le tissu conjonctif de la muqueuse. Ensuite, on arrive dans la sous-muqueuse. Donc, évidemment, cette partie-là ici de l'intestin qui est fait de tissu conjonctif dense et régulier qui permet à l'intestin d'avoir une bonne élasticité.
On voit également que il y a du tissu épithélial à l'intérieur de la sous-muqueuse qui va former des glandes, qu'on appelle les glandes de la sous-muqueuse, qui vont produire des sécrétions qui seront acheminées éventuellement vers la cavité intestinale. Ensuite, on arrive à la musculeuse. Donc, évidemment, on l'avait bien détaillé en laboratoire. Je vous rappelle qu'on a deux couches de musculeuse, donc une couche musculaire longitudinale où les cellules qui est plus externe, où les cellules sont parallèles à l'intestin, et on a une couche musculaire circulaire, littéralement, qui entoure, donc des cellules musculaires qui entourent la circonférence de l'intestin. Et donc, ces deux musculeuses-là vont permettre diverses mouvements à l'intestin qu'on détaillera dans quelques minutes. Et pour finir, la séreuse comme telle, qui est l'enveloppe qu'on retrouve dans tous les organes de la cavité abdominale, qui est formée d'un tissu conjonctif large aréolaire, évidemment, et d'un épithélium simple squameux. Juste attirer votre attention sur la présence ici de mésentères. Donc, on voit que la séreuse permet la formation de mésentères et ça va devenir des passages privilégiés pour les vaisseaux sanguins et pour les nerfs. Donc, on a une bonne vascularisation et une bonne innervation de cet organe-là. On arrive maintenant dans l'histologie plus fine, si vous voulez, de l'intestin pour vraiment comprendre d'une part comment va se terminer la digestion. Donc, cette diapo-là, là, elle est très, très, très importante. On va avoir un ensemble de notions associées aux adaptations de l'intestin pour la digestion, finaliser la digestion, et permettre l'absorption. L'intestin est très, très bien adapté à ces deux fonctions-là, la digestion et l'absorption. Des adaptations structurales qu'on détaille à l'instant. Donc, dans un premier temps, vous voyez ici ce qu'on appelle les plis circulaires. Donc, littéralement, à l'échelle de la paroi de l'organe, on a des plis. Regardez, on les voit ici, les plis, hein, de gros plis, qui va faire en sorte que lorsque le contenu intestinal se déplace à l'intérieur de l'intestin, au lieu de se déplacer comme un bloc qu'on pousserait à l'intérieur d'un tube, ces plis circulaires-là font en sorte que le contenu intestinal va tourner littéralement à l'intérieur de l'intestin et ça favorise évidemment le mélange du contenu intestinal avec la bile, avec les sucs pancréatiques et avec le suc intestinal. Donc, ça, c'est une adaptation importante de l'intestin. Deuxième adaptation importante, c'est ce qu'on appelle les villosités. Donc, les villosités intestinales. Donc, vous voyez ici, on a un petit carré qui agrandit. C'est les petits doigts de gants que vous voyez ici au niveau de la muqueuse. Donc, on a ici une villosité qui a été agrandie. Donc, on en voit, hein, sur le schéma, on voit plusieurs villosités et il y en a une qui est détaillée ici. Donc, les villosités intestinales, là, on est vraiment au cœur même de l'intestin, en ce sens que c'est au niveau des villosités que va se terminer, se finaliser la digestion et c'est là que va se faire l'essentiel de l'absorption, c'est-à-dire le passage des nutriments obtenus, puisque là, on a fini la digestion. Donc, ça va permettre le passage des nutriments obtenus par la digestion vers le sang et vers la lymphe. Donc, vous voyez ce qui est très, très particulier au niveau des villosités intestinales. D'abord, le fait que ça soit des replis comme ça fait en sorte qu'on augmente de façon très, très, très importante la surface de contact. Comme on a de grands replis, on est en mesure de venir positionner de grandes quantités, un grand nombre de cellules épithéliales qui vont tous concourir à la digestion et à l'absorption. Donc ça, c'est une première caractéristique des villosités qui est très importante, le fait qu'on ait de nombreuses cellules
qui participent à la digestion, à l'absorption, parce que la villosité est littéralement un repli. Autre élément important de la villosité, et on le voit bien ici, c'est que chacune des villosités va contenir un réseau de capillaires. En fait, les réseaux de capillaires en physiologie, on appelle ça des lits capillaires, L-I-T, comme un lit. Donc, on voit que chaque villosité contient un lit capillaire dans lequel va circuler évidemment du sang. Et on a également, vous voyez ici au centre en jaune, on a ce qu'on appelle un vaisseau chylifère et dans le vaisseau chylifère circule de la lymphe. Donc, on a littéralement deux systèmes circulatoires différents, les capillaires sanguins et les vaisseaux chylifères qui sont des canaux lymphatiques qui vont absorber leurs nutriments respectifs. Et finalement, on arrive à une troisième adaptation structurale de l'intestin. Et là, on est carrément rendu au niveau cellulaire. Donc, chaque cellule épithéliale qu'on retrouve au niveau des villosités, une cellule épithéliale, on appelle ça un épithéliocyte. Donc, chaque épithéliocyte a une structure bien particulière. La membrane cellulaire de l'épithéliocyte qui fait face à la cavité intestinale va avoir des replis et ces replis-là, on appelle ça les microvillosités, à ne pas confondre avec les villosités. Hein? Les microvillosités, c'est littéralement au niveau de la membrane cellulaire des cellules épithéliales de l'intestin. On voit que c'est des replis. J'attire votre attention sur le fait que je vous en ai parlé, moi, de ces structures-là, de ces microvillosités-là, quand on a fait le cours sur la cellule, quand je vous parlais du cytosquelette et qu'on a parlé des microfilaments d'actine. On avait vu que les microfilaments d'actine étaient très importants dans le maintien des microvillosités. Donc, on y est là. On voit ici les microvillosités des cellules intestinales. Évidemment, ces microvillosités-là, c'est des replis membranaires. Qui dit membrane dit protéines membranaires. Et évidemment, c'est au niveau de l'intestin, au niveau des cellules intestinales, les protéines membranaires qu'on va retrouver au niveau des microvillosités sont de deux types. On va retrouver des enzymes qui finalisent la digestion. Et on va retrouver également des protéines de transport qui vont permettre, bien évidemment, l'absorption des nutriments de la cavité intestinale vers les cellules épithéliales. Et évidemment, on comprendra que cette absorption-là se fait, donc regardez mon pointeur ici, là, les nutriments vont passer à travers les cellules épithéliales pour éventuellement passer à travers les cellules qui tapissent soit les capillaires sanguins ou soit les vaisseaux chylifères. Donc, on comprendra qu'un nutriment, pour se retrouver soit dans le sang ou dans la lymphe, va devoir traverser au moins 4 membranes, 2 membranes pour les cellules épithéliales intestinales et 2 membranes pour les cellules qui tapissent les capillaires sanguins et les vaisseaux chylifères. Donc, évidemment, si on veut faire passer ces nutriments-là à travers les membranes, bien, ça implique qu'on va devoir avoir des protéines de transport qui permettent de transporter ces perméases-là vers le sang ou la lymphe. Donc, on est rendu comme tel à la physiologie de la phase intestinale. Donc, évidemment, on vient de voir l'histologie détaillée de l'intestin. Ça va nous permettre, évidemment, de mieux comprendre la phase intestinale. Donc, au niveau de l'intestin, on va avoir une digestion mécanique qu'on appellera la segmentation, qui va permettre littéralement de mélanger le contenu intestinal avec la bile, avec le sucre pancréatique et avec le sucre intestinal. Ici, on a un schéma qui est tiré du Mariem, mais vous l'avez, soit dit en passant, ce schéma-là dans votre cahier de théorie. J'aime bien ce schéma-là puisqu'il permet de distinguer ce qu'on appelle le péristaltisme
je m'excuse, là, je vais aller chercher mon pointeur, donc qui permet de distinguer le péristaltisme de la segmentation. Le péristaltisme, vous le voyez, c'est une onde de contraction qui voyage sur toute la longueur de l'organe et qui permet de faire avancer le contenu à l'intérieur de cet organe-là. Donc, évidemment, on parle souvent du péristaltisme intestinal. C'est de cette façon-là que l'intestin déplace son contenu. Évidemment, le péristaltisme est différent de la segmentation. Regardez ici, là, dans la segmentation, on est encore là avec des ondes de contraction, mais on voit que ces ondes de contraction-là sont aléatoires. Donc, on n'a pas de déplacement du contenu comme tel. Ce que ça permet, c'est littéralement de mélanger le contenu intestinal. Vous remarquerez sur le schéma, regardez ici, on a une région où le contenu est plutôt pâle. Ici, on a le contenu foncé, pâle, foncé. Donc, évidemment, ils vous ont fait ça pour bien comprendre le mécanisme de la segmentation. Donc, comme on a des ondes de contraction, ben, c'est pas des ondes de contraction, c'est des contractions littéralement aléatoires. Ben, on comprendra que ces contractions-là vont finir par mélanger. Regardez le résultat à la fin. On a mélangé nos zones blanches et foncées. Donc, on se retrouve avec une couleur moyenne. L'analogie que je pourrais vous faire au niveau de la segmentation, là, c'est quand, par exemple, on va chercher une enveloppe de ketchup pour mettre du ketchup sur nos frites et qu'on ne veut pas avoir le désagréable petit liquide hein, qui coule sur nos frites avant qu'on ait le ketchup. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous prenez la pochette de ketchup et là, vous pesez dessus hein, de façon à mélanger son contenu. Bien, quand vous faites ça, littéralement, vous faites de la segmentation. En plus de la segmentation, on a une autre digestion mécanique très importante au niveau de la phase intestinale, c'est l'émulsion des graisses via les selles biliaires. Donc, ça fait plusieurs fois que je vous parle de la bile qui est sécrétée par les cellules hépatiques, mise en réserve dans la vésicule biliaire et éventuellement déversée vers le duodénum. Donc, c'est à ça que ça sert, la bile. La bile, ça sert à émulsionner les graisses, donc à favoriser la formation de micelles. Important de comprendre ici que la bile n'est pas du tout impliquée dans la digestion chimique comme telle durant la phase intestinale. Il n'y a pas d'enzyme dans la bile. Dans la bile, ce que l'on retrouve, c'est des sels biliaires et ce sont ces sels biliaires-là qui vont permettre l'émulsion des graisses. Bon, ici, un petit rappel très rapide de l'organisation anatomique entre le foie et le duodénum. Donc, évidemment, la bile comme telle, je vous rappelle, est élaborée dans le foie, sera déversée par le conduit hépatique, éventuellement refoule vers la vésicule biliaire et au moment opportun, la vésicule biliaire va se contracter, va déverser la bile au niveau cette partie-là ici, c'est le conduit cystique. Ensuite, on arrive au conduit cholédoque et éventuellement, la bile se retrouve, on le voit ici, au niveau du duodénum. Cette diapo permet de comprendre comment agissent les sels biliaires sur les graisses. D'abord, on peut voir ici les sels biliaires. On constate que les sels biliaires ont comme caractéristique d'être des molécules amphipathiques. La même chose en fait que les phospholipides membranaires. Donc, on voit qu'il y a une région non polaire qui a de l'affinité pour les graisses et on a une région polaire, hydrophile, qui va avoir de l'affinité pour l'eau. L'émulsion des graisses agit de deux façons comme telle en termes de digestion mécanique, favorise en fait deux événements. Donc, d'abord, lorsque les graisses sont mises en contact avec les sels biliaires,
les sels biliaires vont permettre ce qu'on appelle la fragmentation des agrégats de graisse en micelles. Donc, ce que vous voyez ici, les petites masses de graisse qui sont entourées de sels biliaires, c'est ça qu'on appelle des micelles. Évidemment, un des grands avantages dans la formation des micelles, c'est qu'on augmente de façon très, très, très importante la surface de contact avec les enzymes qui sont responsables de la digestion des graisses. On comprendra que si les enzymes agissaient sur des agrégats de graisse, ben, la surface de contact serait très, très, très limitée, donc la digestion chimique serait très, très longue. En fragmentant comme ça en micelles les graisses, ça permet d'augmenter la vitesse de digestion en augmentant la surface de contact. Un autre avantage important que présente l'émulsion des graisses par les sels biliaires, c'est que lorsque les sels biliaires viennent s'attacher aux petites gouttelettes de graisse, donc lorsqu'on forme des micelles, ben, ça augmente de beaucoup la solubilité des graisses et donc ça va permettre de mélanger les graisses au contenu intestinal. Où se trouvent encore une fois les enzymes qui auront la responsabilité de gérer les graisses. Si on n'avait pas de sels biliaires comme ça, là, pour augmenter la solubilité des graisses, littéralement, les graisses qu'on ingère là, au moment du repas auraient tendance littéralement à flotter sur le contenu intestinal comme de l'huile flotte sur du vinaigre dans une vinaigrette. Et évidemment, on comprendra que si les graisses flottaient sur le contenu intestinal, ben, les enzymes auraient très peu accès aux graisses. Donc, deux grands avantages, on augmente la surface de contact et on augmente la solubilité. Voyons maintenant le travail du sucre pancréatique. Donc, je vous rappelle que, au même titre que le foie déverse sa bile dans le duodénum, le pancréas également est une glande annexe, un organe annexe qui va déverser ce qu'on appelle le sucre pancréatique. Le sucre pancréatique va permettre dans un premier temps, ça c'est très important, de neutraliser l'acidité du chyme gastrique. Donc, je vous rappelle que dans l'estomac, on a la sécrétion d'acide chlorhydrique qui, évidemment, rend très, très, très acide le contenu gastrique. Donc, un rôle important du sucre pancréatique est de neutraliser, grâce à des ions carbonates, donc HCO3-, de neutraliser l'acidité du chyme pour assurer l'intégrité de l'épithélium du duodénum. Évidemment, un autre élément important du sucre pancréatique, c'est la digestion chimique. Donc, on avait vu que la bile permet d'accomplir une digestion mécanique. Et au niveau de la phase intestinale, c'est notamment le sucre pancréatique qui va permettre la digestion chimique. On vous mentionne ici qu'il y aura une hydrolyse partielle ou complète des macromolécules, évidemment, selon le type de macromolécules dont on parle. Donc, ici, on voit une petite liste des différentes enzymes pancréatiques qui contribuent à la digestion chimique dans le duodénum. Donc, on a de l'amylase pancréatique qui, en fait, c'est l'amylase pancréatique et l'amylase salivaire, c'est exactement la même enzyme. Donc, c'est le même gène qui sera exprimé dans les cellules qui tapissent les glandes salivaires et dans les cellules qui ont pour fonction de sécréter l'amylase pancréatique au niveau du pancréas. Donc, évidemment, l'amidon et le glycogène qui ont commencé à être digérés par l'amylase salivaire dans la bouche seront à ce moment-là complètement digérés par l'amylase pancréatique. On a également des protéases pancréatiques qui vont évidemment permettre la digestion, de continuer la digestion des protéines. On a les nucléases pancréatiques qui, elles, vont s'attaquer aux acides nucléiques qu'on a ingérés. Et finalement, on a la lipase et la phospholipase pancréatique qui, elles, vont s'attaquer aux graisses qui, préalablement, je vous rappelle, ont été émulsionnées par les sels biliaires.
La digestion chimique au niveau du duodénum sera complétée par l'action de la bordure en brosse qu'on a déjà vu, je vous rappelle, dans la diapo sur l'histologie de l'intestin. Donc, ce qu'on appelait en fait les microvillosités. Donc, c'est à cet endroit-là que sera complétée la digestion chimique de l'ensemble des macromolécules qui sont présentes dans le duodénum. On vous mentionne donc les enzymes de la bordure en brosse. Soit dit en passant, on appelle les microvillosités, on appelle ça la bordure en brosse. Parce qu'au microscope, ça donne une apparence, ça ressemble à des petits poils de brosse à cheveux quand on regarde ça au microscope. Donc, c'est pour ça qu'on a appelé ça la bordure en brosse. Donc, les enzymes de la bordure en brosse sont des enzymes enchâssées dans la membrane littéralement des épitéliocytes. Donc, c'est pour ça ici que je vous ai mis, pour faire un petit rappel, là, les enzymes membranaires. Donc, on voit évidemment la bicouche de phospholipides et on voit que dans certains cas, les protéines enchâssées dans la membrane ont pour fonction d'être des enzymes. Bon, ben, c'est exactement ce qui se passe dans la bordure en brosse. Donc, on voit à quel point l'intestin est très, très bien adapté à sa fonction. Donc, la digestion finale de la majorité des macromolécules dans l'intestin va se faire au niveau de la bordure en brosse. On comprendra à ce moment-là qu'on est vraiment rendu très, très près, littéralement collé sur les épitéliocytes pour finaliser la digestion. Et donc, cette organisation-là de l'épithélium fait en sorte que après ça, là, on obtient nos monomères à ce moment-là parce qu'on vient de terminer la digestion et donc on comprendra qu'on va être rapidement prêt à faire passer les monomères vers l'intérieur de la cellule pour conduire éventuellement à l'absorption qui est évidemment l'étape suivant la digestion. Donc, voilà, l'étape finale de la digestion durant la phase intestinale, c'est les enzymes de la bordure en brosse. Petit rappel ici de qu'est-ce que la bordure en brosse. Donc, je vous rappelle, on est ici au niveau de l'intestin, dans la paroi de l'intestin, et on voit d'abord les villosités, donc les replis comme tels de la muqueuse de l'intestin. Et on remarque au niveau des villosités, les cellules qui tapissent la villosité, les cellules épithéliales, donc les épitéliocytes de la villosité, lorsque évidemment on les agrandit, ben, je vous rappelle qu'on voit des replis membranaires et c'est ce qu'on appelle les microvillosités ou la bordure en brosse. Donc, c'est à cet endroit-là qu'on va retrouver les enzymes responsables de finaliser la digestion pour ensuite permettre le passage des nutriments à l'intérieur des épitéliocytes, puis éventuellement vers le sang. Donc, dernière diapositive de ce PowerPoint. On est à la page 67 dans votre cahier de théorie. C'est un tableau qui récapitule finalement les différents événements qui se produisent au moment de la digestion. On y observe évidemment dans le tableau en haut les quatre catégories de macromolécules, glucides, protéines, lipides et acides nucléiques. Et évidemment, on va travailler ce tableau-là par segment du tube digestif, par cavité. Donc, allons-y d'abord avec la cavité buccale. Donc, au niveau de la cavité buccale, je vous rappelle, c'est pas mentionné ici, mais on a une digestion mécanique qu'on appelle la mastication. Qui va permettre évidemment de préparer les aliments à la déglutition, donc de former le bol alimentaire. Donc ça, c'est pas présenté comme tel dans ce tableau-là. Ce que l'on voit par ailleurs, c'est évidemment la digestion chimique. Donc, on voit que l'amidon et le glycogène commenceront à être digérés par l'amylase salivaire. Donc, je vous rappelle, c'est une digestion partielle. Et évidemment, on voit important que l'amylase va digérer l'amidon et le glycogène
en maltose. Donc ça, on avait vu ça quand on a fait les macromolécules. Il est important de comprendre à ce moment-là que l'amylase, lorsqu'elle vient briser les liaisons glycosidiques au niveau des polysaccharides, elle va le faire à toutes les deux molécules de glucose. Donc, ce qu'on obtient avec la digestion de l'amylase, ce n'est pas du glucose, mais bien du maltose, donc des deux molécules de glucose attachées ensemble. On arrive maintenant à la cavité gastrique. Donc, évidemment, au niveau de la cavité buccale, on voit que le travail, la digestion chimique ne se fait qu'au niveau des polysaccharides qu'on appelle l'amidon et le glycogène. Quand on arrive au niveau de la cavité gastrique, on vous mentionne d'abord la digestion mécanique qui est faite par le HCl, par l'acide chlorhydrique, qui va provoquer évidemment la dénaturation des protéines. Et ensuite, bien évidemment, ces protéines-là qui auront été dénaturées par le HCl, seront digérées par la pepsine. Et la pepsine va permettre à ce moment-là d'obtenir des polypeptides à courte chaîne. C'est la seule activité comme telle qui se passe au niveau de la cavité gastrique. Donc, on travaille uniquement au niveau des protéines dans la cavité gastrique. Quand on arrive au niveau de la cavité intestinale, évidemment, ici, on parle essentiellement du duodénum. Qu'est-ce qui va se passer au niveau du duodénum? Évidemment, si on parle des glucides, l'amylase pancréatique va terminer le travail qui avait été commencé par l'amylase salivaire. Je vous rappelle que l'amylase salivaire, lorsque les bols alimentaires arrivent au niveau de l'estomac, est dénaturée par l'acidité qui règne dans la cavité gastrique. Et donc, le reste de l'amidon et du glycogène sera digéré par l'amylase pancréatique. Évidemment, même enzyme, donc même résultat, même produit comme tel, on obtient du maltose. Également, on va avoir les protéases pancréatiques qui, à ce moment-là, vont continuer le travail qui aura été fait par la pepsine au niveau de la cavité gastrique. Donc, mes courtes chaînes d'acides aminés, mes petits polypeptides seront digérés par la protéase pancréatique en dipeptides. Donc, je me retrouve avec des petites molécules à deux acides aminés. On va avoir, évidemment, bien important comme digestion mécanique, au niveau des lipides, on va avoir nos sels biliaires qui vont former les micelles, donc vont émulsionner les graisses. Donc, vous voyez qu'on obtient à ce moment-là des triglycérides émulsionnés. Et ensuite, on aura une digestion chimique, donc la lipase pancréatique qui va éventuellement permettre, là on ne le voit pas ici, là, on va le voir tout à l'heure, va permettre d'obtenir le glycérol et les acides gras. Finalement, on voit les nucléases pancréatiques qui vont permettre de digérer les acides nucléiques, donc en nucléotides. On poursuit évidemment donc dans la cavité intestinale, important de comprendre, et ça j'aime bien ce schéma-là parce qu'on comprend les différentes étapes là. Donc on comprend que dans le duodénum, le suc pancréatique, donc tout ce qui est pancréatique ici, là, bien évidemment, réfère au suc pancréatique. Donc, ce qui a été débuté dans la cavité buccale et dans l'estomac sera continué dans la cavité intestinale par le suc pancréatique. On voit qu'une fois que le suc pancréatique a agi, bien évidemment, il reste encore de la digestion à faire, hein. Il faut digérer le maltose, il faut digérer les dipeptides, il faut digérer le saccharose, il faut digérer le lactose et les nucléotides. Il n'y a que, je vous fais remarquer là, qu'il n'y a que les lipides qui ne sont pas traités par la bordure en brosse. Mais toutes les autres classes de macromolécules vont voir terminer leur digestion par le travail de la bordure en brosse. Donc, quand vous voyez intestinal ici, on réfère au travail de la bordure en brosse. Donc, la maltase intestinale va digérer le maltose en glucose. Évidemment, on va avoir la saccharase intestinale qui va digérer le saccharose
en fructose et en glucose. Donc, on est, je vous rappelle, dans la bordure en brosse. Le lactose, quant à lui, sera digéré par la lactase intestinale en galactose et glucose. Les dipeptides qu'on a obtenus suite au travail de la protéase pancréatique seront digérés par la protéase intestinale en acides aminés. Évidemment, comme je vous disais, ici, ce n'est pas le travail de la bordure en brosse, c'est la lipase pancréatique qui a digéré les triglycérides en glycérol et en acide gras. Et finalement, on voit que les nucléotides, ça c'est très particulier, on dit que les nucléotides sont les monomères des acides nucléiques, mais je vous rappelle qu'un nucléotide est constitué d'un groupement phosphate, d'une base azotée et d'un sucre. Et donc, c'est des molécules qui sont beaucoup trop grosses. Les nucléotides sont beaucoup trop gros pour pouvoir traverser l'épithélium intestinal. Donc, on va devoir littéralement démanteler les nucléotides dans leurs composantes. C'est le rôle de la nucléase intestinale. Donc, au niveau de la bordure en brosse, on va digérer les nucléotides en base azotée, groupement phosphate et pentose. Évidemment, je vous rappelle, on parle de ribose ou de désoxyribose selon qu'on est dans l'ADN ou dans l'ARN. Donc, voilà, vous voyez qu'on a terminé à ce moment-là la digestion. On obtient les monomères comme tels qui vont pouvoir traverser la membrane intestinale, la membrane des cellules intestinales pour éventuellement se retrouver soit dans le sang ou soit dans la lymphe.